en tant que femme artiste, je dérègle les règles de l'Opéra de Pékin en faisant toutes les acrobaties de l'Opéra de Pékin et même bien d'autres choses avec mon corps. Et donc là, j'ai utilisé la réalité augmentée. Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous inviter dans cette nouvelle émission Les Mandarins de l'économie et de la culture et sur Mandarin TV. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Orlan que tout le monde connaît très bien mais que je voudrais vous faire connaître encore mieux. Et ma première question, je vois dans son CV qu'elle est née à Saint-Étienne, qui est quand même la ville du design. Saint-Étienne. Est-ce que c'est ça qui t'a donné, déjà toute petite, l'occasion de te réaliser dans les belles images ? Non. Heureusement que je suis parti de ce bled. Mais Saint-Étienne est très sympathique et surtout les Stéphanois qui sont très méridionaux. Ils parlent très vite et très fort, d'ailleurs comme les Chinois aussi, qui sont très conviviaux. Ah, je ne pensais pas qu'on puisse faire une comparaison entre les Chinois et les Stéphanois, mais je vous assure. Bon, je ne sais pas si les Chinois jouent au football aussi, peut-être moins bien que... Oui, alors là, le football, ça ne m'intéresse absolument pas. Au contraire, j'ai fait des pièces contre le harcèlement du football. Alors, parlant du football, donc les ballons, et donc une grosse poitrine, c'est un peu des ballons, et j'ai remarqué quand même ton attirance vers le corps. Et dans l'art classique, finalement, le corps humain est un peu une œuvre d'art. Depuis les Grecs, les Romains, on représente, etc. Mais finalement, ce corps devrait peut-être un peu évoluer, se moderniser. Et donc, tu as fait de ton corps, et des corps en général, une œuvre d'art. Comment tu as commencé à t'intéresser à cela ? J'ai commencé par la peinture et la sculpture, comme beaucoup d'artistes. Et puis, à un moment, en tant que femme, je me suis dit que ce que j'avais à ma disposition, c'était mon corps, et que tout le monde avait un corps. Et je considère qu'on est un corps, rien qu'un corps, et que c'est mon corps qui pense. Donc, et que le corps est politique. Et donc, en tant que féministe, pour moi, c'était très important d'utiliser mon corps comme un matériau parmi tant d'autres. Mais je dois vous dire, si je dois me présenter, je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible, et mon nom s'écrit chaque lettre en capitale, parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Et je dois te dire que je suis une artiste qui n'est pas assujettie à un matériau ou à une pratique artistique, ou à une technologie, qu'elle soit ancienne ou actuelle. Ça me paraît vraiment très très important dans mon œuvre. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde me considère comme une artiste de la performance, mais je ne suis pas une artiste de la performance. Parce que les médias se sont emparés de cela, parce qu'effectivement, dès qu'on travaille avec le corps, il y a des tabous, il y a des censures, et effectivement, on fait la une des médias. Donc, on me connaît surtout par la performance, mais en fait, je fais de la sculpture, je fais des nouvelles technologies, je fais de la réalité augmentée, j'ai un robot, j'ai un hologramme, je travaille avec les bioart, donc avec mes cellules, etc. Donc, je suis tout à fait autre aussi, mais je fais aussi de la performance. Mais là, en ce moment, c'est l'avatar d'Orlan ou c'est la vraie Orlan en face de moi ? Ah bah écoute, je te laisse le découvrir. Tu sais, c'est une question très importante que tu dis aujourd'hui, parce qu'effectivement, avec les nouvelles technologies, les intelligences artificielles avec lesquelles je travaille beaucoup, bientôt, on ne saura plus ce qui est montré, si c'est effectivement la vraie personne ou si c'est son avatar. Alors quand j'ai regardé un peu tout ce que tu as fait, tu es à toi toute seule un ministère de la culture. Car effectivement, tu as exposé dans le monde entier, tu as travaillé avec vraiment les plus grands, Guerlain, Jean-Paul Gaultier, etc. Tu as exposé dans plein de pays et effectivement tu travailles sur toutes les formes d'art. C'est-à-dire tu es quand même totalement polysensoriel, totalement dans toutes ces technologies et c'est extrêmement rare, à part Léonard de Vinci.
d'être un artiste complet avec les technologies anciennes, bon la peinture, etc., la photo qui est assez récente, et les nouvelles technologies dont tu viens de parler, effectivement. Et tu as même commis quelques bouquins, donc celui-ci qui parle de sa vie, son œuvre, une espèce de biographie. Qu'est-ce que c'est ça? Striptease. Tout sur ma vie, tout sur mon art. Donc une fois qu'on a lu ce livre, on sait tout de moi. Mais d'habitude, on dit que le bikini cache tout sauf l'essentiel. Non. Moi, je pense que le striptease est impossible pour une femme. Parce qu'en fait, on est toujours habillé des préjugés, des a priori, des fantasmes, des comparaisons avec d'autres corps, etc. Donc on ne peut pas vraiment se déshabiller complètement. Alors moi qui suis un homme et qui je regarde un peu les femmes, je dois dire qu'effectivement, il y a toujours marqué par une époque, par une catégorie sociale, par une tribu, par un message musical ou un message de son origine, géographique ou ethnique ou sociale. Et c'est vrai que le vêtement fait le moine. Donc quelque part, tu te défroques et tu dis, je suis moi-même et je n'ai pas besoin d'appartenir à un clan, je suis moi-même mon propre clan. Mais j'ai fait des œuvres où j'ai considéré le corps comme une sculpture. Donc là, effectivement, j'ai assumé ma nudité, ma sensualité, mais toujours avec des poses qui allaient à l'encontre des poses habituelles de la gestique féminine, soi-disant pour la séduction. Et donc, en prenant des poses tout à fait autres et beaucoup plus libres, et c'est ça aussi ma particularité, c'est toujours de vouloir sortir du cadre. Ben oui. Alors parlant de pause, on fera tout à l'heure une pause musicale. Bon, ça c'est donc ton dernier opus musical, qui est d'ailleurs un superbe 33 tours, un album double. On va l'écouter un tout petit peu tout à l'heure. Effectivement, et ça c'est la Orlan qu'on voit beaucoup dans les magazines, avec ses lunettes jaunes, avec voilà un mouvement, les gants blancs, etc. Enfin, donc tu te mets en scène pour justement casser le code, parce que l'art pour moi doit surprendre. Si l'art ne surprend pas, c'est juste de la déco. Alors moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger des phénomènes de société de mon époque. J'adore vivre mon époque et toutes ces innovations. Et donc, là, par exemple, j'ai voulu parler d'un phénomène actuel qui est la distanciation physique. Parce qu'effectivement, à cause du Covid, on a tous tenu la distance entre les corps. Et je me suis aperçu que mes assistants, qui sont jeunes, n'ont jamais dansé le slow. Wow. Alors je me suis dit, il faut faire quelque chose pour les jeunes. On ne peut pas les laisser dans cet état, c'est impossible. Donc, j'écris beaucoup. Cette autobiographie a été écrite par moi et pas par quelqu'un d'autre. J'ai écrit beaucoup de poèmes, etc. J'ai écrit des textes et j'ai choisi des musiciens et des musiciennes, parfois des trésors vivants, parfois des gens très jeunes qui n'avaient rien fait ou presque, et puis des gens qui font le buzz à l'heure actuelle en France et ou même à l'international. Et je leur ai demandé de me composer un slow torride très très sensuel, et ensuite j'ai mis ma voix avec la leur sur cette composition musicale. Et là, j'ai une vingtaine de slows et je relance le slow dans le monde entier. Toutes mes expositions, toutes mes conférences, je propose de danser le slow avec moi. Alors, je m'inscris pour la prochaine danse, j'aimerais bien. Alors, on disait quand j'étais gamin, le slow, c'est la satisfaction verticale d'un désir horizontal. Est-ce que c'est toujours le cas ? On peut, dans le meilleur des cas, c'est comme ça. Mais aussi, il y a des corps qui ne vous conviennent pas, dont la chaleur, l'odeur, le souffle sont plutôt des repoussoirs. Donc, c'est là où, effectivement, on sait si le consentement va arriver, le consentement. Mais alors, est-ce que le monde est un peu plus slow ? Parce que le monde est un peu quand même rapide en ce moment. Et d'ailleurs, c'est la course contre la montre toute la journée. Donc, avec la performance, la rapidité, tout est immédiat. Et le slow, est-ce que c'est justement le retour à quelque chose de plus humain, où on prend le temps d'écouter, de regarder, de se taire et de dire que l'autre, c'est peut-être intéressant ? En tout cas, on prend le temps de sentir le corps de l'autre et sa chaleur, son odeur et sa volupté peut-être. Et donc ça c'est vraiment un moment très 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 heureux et très particulier, mais qui est exceptionnel parce qu'effectivement la plupart du temps, le temps c'est notre pire ennemi. Donc effectivement il faut gagner du temps, il faut gagner du temps sur son temps tout le temps. Donc et prendre le temps de vivre longtemps.
Ça fait beaucoup de temps, ça. Très important. Oui, donc j'ai fait cela, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses avec des phénomènes de société, effectivement. Oui. Parce que c'est vrai que les gens dansent tout seuls. Avant, on dansait la valse, la javale, le bal musette, n'importe quoi. Maintenant, les gens sont tout seuls, avec une musique assourdissante. On dirait qu'il y a des travaux à côté. Boum, boum, boum. Voilà. Et finalement, on est à l'intérieur de soi-même. Oui. Comme on est à l'intérieur de soi-même sur Facebook, sur TikTok, etc. On ne dialogue pas vraiment avec les gens. On a sa petite communauté. Et puis, on ne sort pas de sa bulle. Donc là, c'est l'occasion quand même de faire un pas vers l'autre. De prendre ce temps, en tout cas, de sentir l'autre entre humains et être humaine. Voilà. Alors, soyons humains et parlons de la grande humanité qu'est la Chine, parce que je crois que tu as beaucoup travaillé avec la Chine qui met en avant maintenant beaucoup sa culture, son histoire qui est incroyable, très longue. Ils étaient très en avance quand nous on était au Moyen-Âge, les Chinois. Et effectivement, la Chine et la Corée, là où j'ai des grandes expositions en ce moment, sont très avancées au niveau des technologies. Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime vivre mon temps et toutes ces innovations. Et donc, ils ont été très réceptifs à tout ce que j'ai pu faire avec les nouvelles technologies. Et j'ai eu la grande chance d'être sélectionné pour représenter la France dans le pavillon européen et à Pékin, dans la Biennale d'art de Pékin. Et donc là, j'ai montré des choses qui n'avaient pas à voir avec les nouvelles technologies, mais c'est eux qui ont choisi. Une série que j'aime beaucoup, qui est à partir des œuvres de Picasso, qui a toujours peint Dora Maar en train de pleurer, ce qui m'a beaucoup intrigué. Et j'ai donc travaillé là-dessus avec une série qui s'appelle « Les femmes qui pleurent sont en colère ». Et donc, depuis, j'ai été invité en Chine aussi, dans un musée à Shenzhen, et où j'ai montré mon orlanoïde, qui est mon robot, qui parle et avec ma voix et qui me ressemble. Et cet orlanoïde est capable de parler dans toutes les langues, donc il est beaucoup mieux que moi. Et si vous lui parlez en chinois, il vous répond en chinois. Si vous lui parlez en coréen, il vous répond en coréen. En français, il vous répond en français, etc. Et vous pouvez lui poser absolument toutes les questions sur mon œuvre et sur ma vie. Il sait mieux les choses que moi parce qu'il n'oublie jamais les dates, il n'oublie jamais les lieux. Alors que moi, parfois au niveau de la syntaxe, où j'hésite, je dis oui, bon, et lui, jamais, il est formidable. C'est un modèle. Alors effectivement, en Chine, on adore les costumes et les corps sont extrêmement travaillés avec des tenues, par exemple le théâtre chinois. J'ai travaillé justement sur l'opéra de Pékin. Et effectivement, j'ai montré à Shenzhen des œuvres qui ont à voir avec l'opéra de Pékin. Alors, avec une petite critique, parce que je suis une femme féministe, et j'espère bien que tous les hommes et tous les Chinois vont le devenir, c'est à la mode. Et donc, j'ai voulu parler de l'impossibilité des femmes de jouer dans l'opéra de Pékin, et ce sont les hommes qui jouaient les rôles des femmes, parce que les femmes n'avaient pas le droit de faire les acrobaties, etc. Alors, j'ai travaillé à partir des masques de l'opéra de Pékin, que j'ai hybridés et mis sur mon propre visage, et c'est une exposition d'hybridation, comme j'en ai fait beaucoup, entre deux cultures. Et puis, si on sait le secret de ces œuvres, eh bien, on a une application qui s'appelle Artivive, et on scanne l'œuvre, et l'œuvre agit comme un QR code. Et donc, on peut faire cela, et tout à coup, mon avatar arrive, et il est assorti à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il a des tatouages, il a un vêtement qui est assorti à l'œuvre dont il sort. Donc l'idée, c'est de sortir de l'œuvre, comme j'ai essayé de sortir du cadre. Et je fais, en tant que femme artiste, je dérègle les règles de l'opéra de Pékin en faisant toutes les acrobaties de l'opéra de Pékin et même bien d'autres choses avec mon corps. Et donc là, j'ai utilisé la réalité augmentée. Et effectivement, avec mon avatar et mes œuvres, on peut se photographier avec, et puis on peut l'envoyer comme n'importe quel selfie dans le monde entier.
Alors l'opéra, c'est un art très élitaire, c'est l'art le plus cher. Mais ce que tu fais, est-ce que c'est un art qui devient populaire pour tout le monde? C'est un peu du street art, on peut le voir dans la rue, ton avatar, vous allez le croiser ou le voir dans une vitrine. Est-ce que c'est plus accessible et compréhensible par cette jeune génération de Chinois qui sont très au courant de la haute technologie et qui ont envie de voir justement des concepts traduits avec des nouvelles technologies et non pas la peinture ancienne? Alors, j'ai toujours essayé que le public soit sollicité, soit interactif, et que je sois compréhensible pour tout le monde, qu'il y ait toujours plusieurs niveaux de lecture. Et donc, j'essaye de faire des œuvres, effectivement, qui peuvent être entendues par tout le monde. Là, par exemple, ces œuvres sur l'Opéra de Pékin avec cette réalité augmentée, que ce soit les enfants, les adolescents ou les adultes ou les vieillards et les vieillardes, tout le monde a envie de faire sortir l'avatar de mon œuvre et de se photographier avec. Donc c'est très ludique, très joueur et ça plaît à tout le monde. Oui, alors, après, tu as beaucoup travaillé avec la haute couture, avec des grandes marques. Oui. Et c'est bien parce que les Chinois adorent la haute couture, ils adorent les produits français, ils adorent le luxe. Et dans quelle mesure tu as réussi à faire le lien entre ces grandes marques françaises, qu'on ne citera pas forcément, mais pour lesquelles tu as travaillé, et cette clientèle chinoise qui a besoin de consommer ces marques, et tu es peut-être, toi, la passerelle pour les amener à comprendre. Parce qu'un créateur de mode, c'est aussi un artiste. Oui, c'est un artiste, mais qui travaille aussi un petit peu sur commande, on pourrait dire, avec beaucoup plus de contraintes que moi. Moi, je me sens beaucoup plus libre. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses en stylisme, moi-même, dans des expositions comme celle que j'ai eue au musée de Nantes. Mais je suis en train de faire aussi de nouvelles œuvres en vêtements, et avec effectivement toute une série de mes œuvres à moi que je mets dans ces vêtements. Mais aussi, j'ai travaillé pour le luxe, pour une marque de maroquinerie, par exemple, où j'ai fait à la fois des sacs, mais aussi des œuvres très importantes pour la marque. J'ai travaillé dans un des clips de Jean-Paul Gaultier, que j'adore, qui a fait un travail extraordinaire, et j'étais très fier de travailler pour une de ces nouvelles séries, on pourrait dire, et donc c'est une nouvelle collection. Et j'ai travaillé aussi avec Gucci, j'ai travaillé avec Paco Rabanne, m'a prêté des œuvres, des robes, j'ai dit des œuvres, mais c'est des robes et des œuvres, pour certaines de mes opérations chirurgicales performance, Lanvou, Franck Sorbier, et Issey Miyake et bien d'autres. Et bien sûr, je suis prête à le refaire. Et là, d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais des Chinois m'avaient demandé de travailler pour customiser des chaussures. Et je l'ai fait. Alors, j'espère qu'elles vont bientôt être diffusées. Donc c'est un grand pas vers l'art pour les Chinois avec ces chaussures. Oui. Oui, absolument. Mais justement, est-ce que les femmes aujourd'hui, elles ont un petit peu envie de porter des robes différentes? Quand on voit les défilés, il y a à la fois de la création débridée importable, et puis des choses beaucoup plus raisonnables qui font pas rêver. Donc, comment est-ce que tu arrives à te situer pour séduire des femmes qui ont envie de porter du Orlan? Alors là, je fais mon travail, moi, et puis après, on aime ou on n'aime pas, et on le porte ou on ne le porte pas, mais je suis pas un commercial. Je fais toujours mon travail et puis bien faire et laisser dire. Mais j'aime beaucoup ceux et celles qui aiment mes œuvres et qui les portent. Tu vois, quand on regarde la Fashion Week de Paris qui s'est juste terminée il y a quelques semaines, on voit la sortie des défilés avec des femmes très jeunes mais habillées d'une façon... Il faut faire des photos tellement ce sont, on peut dire, des œuvres d'art, mais très surprenantes parce qu'on se dit, est-ce qu'elles vont vraiment prendre le métro avec ça? Réponse non, parce que elles sont déjà, même sur le trottoir, sur un catwalk. Enfin, elles sont en train de défiler devant les photographes et leurs amis, et c'est un peu l'image qu'on a de Paris, d'avoir des gens complètement lookés. Voilà. Et est-ce que mon problème en tant qu'homme, est-ce que les femmes vont facilement porter des œuvres comme ça qui sont en rupture totale, où elles vont se dire, bah, finalement, il y a une tendance, ces fameux carnets de style, alors cette année c'est comme si... Voilà. Mais il y a toujours des femmes qui suivent la mode d'une manière extrêmement
subis, on pourrait dire, et puis d'autres qui effectivement s'intéressent qu'aux choses singulières, différentes, etc. Moi j'ai vu par exemple le défilé de Valentino, j'aimerais beaucoup travailler pour Valentino, c'était absolument fantastique. Et puis je prêche vraiment pour que le monde, et en particulier les hommes, mais aujourd'hui je suis contente, tu es quand même beige et rouge, et un peu de noir, mais les hommes sont en général noirs, bleu marine, et donc ça m'étonne, parce que dans un moment où on est quand même tous de plus en plus touchés par les problèmes du climat, mais donc on est tous un peu écolos et écologistes, eh bien on ne s'applique pas à être comme les oiseaux, comme les poissons, comme les fleurs, avec des couleurs merveilleuses, extraordinaires, fabuleuses. Et ça me paraît vraiment très étrange, que le monde ne change pas, et en particulièrement le costume des hommes ne change pas en fonction justement de cette vague sur la nature et l'écologie. Alors c'est toujours très rare de voir des hommes d'abord extrêmement bien habillés et ensuite avec de la couleur et avec un goût certain, mais c'est très rare parce que tout le monde fait un petit côté clergyman, homme d'affaires, où on se dit finalement le costume c'est pas important, ce qui est important c'est ce qu'on va dire. C'est très important le costume, très très important. Parce que le corps nu c'est l'inné, c'est la nature, mais le costume c'est soit avec sa culture et aussi avec une conscience de soi et de ce qu'on veut montrer à l'autre. Je pense que c'est une question de courtoisie aussi, d'avoir un look et de savoir quel look on a et quelle présentation on a, de maîtriser cela. Et c'est vraiment pour moi une carte de visite qui est la meilleure. Alors en Chine on donne les petites cartes de visite, mais c'est vraiment tellement important d'avoir un costume qui vous représente et qui dit voilà, ça c'est moi. Mais alors l'uniforme à l'école, c'est pas un bon début, là. Tous les gamins qui... Alors l'uniforme c'est une autre chose, ça permet peut-être de gommer la classe sociale et donc de mettre tout le monde dans le même niveau. On ne sait pas si les gens sont très riches, pauvres, etc. Et ça c'est peut-être... un premier pas qui est important. Alors après, effectivement, tout le monde disparaît avec exactement le même costume. Alors on peut le regretter. Ce qu'on espère, c'est que quand ces adolescents sortiront de l'école, que tout à coup, ils vont s'éclater, s'inventer, se réinventer, se reconstruire totalement. Mais alors pour être créatif, c'est pas nécessairement beaucoup d'argent. Avec un peu d'idées et de goût, oui. C'est comme la cuisine, on dit toujours que la Parisienne, elle sait accommoder les restes pour faire un bon dîner. Effectivement, il n'est pas nécessaire, je pense, d'être client de la haute couture pour pouvoir savoir s'habiller, faire des choix et raconter une histoire. Quand on vous voit, c'est qu'une personne d'abord qu'on regarde. Donc ça attire l'œil et donc ça avive l'intérêt vers la personne et on a envie de communiquer avec une personne qui est comme toi, tu racontes une histoire avec ta personnalité, que quelqu'un qui reste un petit peu dans son coin et qui attend que les autres démarrent. Voilà. Et donc je pense qu'il faut donner cette idée aux gens que c'est entre leurs mains. Je pense qu'ils sont eux-mêmes une œuvre d'art, faire de sa vie une œuvre d'art. Non ? Voilà, ça c'est vraiment très important ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment ce que je dis tout le temps. C'est vraiment très important. Mais je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai exposé à Shenzhen, on m'a emmené en fait dans le grand parc des pandas géants. Alors ça, c'était très très amusant parce que j'étais invité par le grand vétérinaire en chef, enfin par tout le monde le plus important, et qui m'ont accompagné. Et tout le monde, bien sûr, moi je ne comprenais rien en chinois, mais mon interprète me disait que tout le monde croyait que j'avais les cheveux noirs et blancs spécifiquement et spécialement pour les pandas, pour ressembler aux pandas. Alors ça, c'était très amusant. Tu as dit oui, tu as dit que oui, bien sûr, je l'avais fait absolument exprès pour leur plaire. Mais alors justement, parlons de plaire. Tu travailles sur quoi en ce moment ? C'est quoi tes projets 2025 ? Alors, j'ai deux grands projets. Il y en a un qui est, j'espère, et je mise, et je touche du bois, pour que les nouvelles technologies, la nouvelle vague de technologies, soit une vague tout à fait différente des vagues précédentes. C'est-à-dire qu'une vague équitable, une vague responsable, qui est capable de reconstruire ce que les premières vagues de technologie ont détruit. Et ça, pour moi, ça me paraît très important.
je ne suis pas pour la décroissance. Bien sûr, on peut trier, on peut faire un certain nombre de choses qui nous permettent de détruire un peu moins la planète. Mais ce qui est vraiment important, c'est, en tant qu'être humain, on n'a pas de sonar comme certains animaux, et j'aimerais bien en avoir un. Mais on a la capacité de se réinventer, de se remodeler, non seulement soi-même, mais aussi son environnement. Et je pense que les nouvelles technologies font partie complètement, et nous empêcher, par exemple, d'innover avec les nouvelles technologies serait comme nous couper les bras et les jambes. Donc, j'espère que vraiment tous ceux qui vont faire des nouvelles technologies vont être complètement en symbiose, en amour avec le monde vivant, et vont essayer de les préserver et de comprendre ce qu'ils font a des répercussions en chaîne sur le monde, et donc effectivement maîtriser cette répercussion dans le bon sens. Mais alors, que nous prépares-tu concrètement? Alors, je travaille avec les animaux en voie de disparition, et on voit donc des photos, et bientôt ça sera peut-être des sculptures, des photos d'animaux, de ces animaux en voie de disparition, mais qui sont en grand amour, qui sont en grande tendresse, avec des robots, mais qui ne sont pas fabriqués comme les robots que j'ai déjà fabriqués, ou qu'on voit. Ce sont des robots qui sont fabriqués avec des objets recyclés ou des matériaux recyclés, et qui sont donc dans des positions d'amour par rapport aux êtres vivants. Donc voilà, ça c'est ma nouvelle série. Et il y a une nouvelle série qui sera jamais terminée, je pense, où je rends hommage, on pourrait dire en français famage, à des femmes de l'histoire qui ont soutenu les mêmes causes que moi, mais qui en sont souvent mortes. Et donc ces femmes, ou qui ont été des grandes pionnières, pas reconnues du tout à leur époque, mises de côté, mises dans l'ombre, comme la plupart des femmes. Et donc, ce qui est très important pour les Asiatiques, parce que les femmes n'ont pas leur place, donc j'espère que les Asiatiques, qui sont tellement à la pointe des nouvelles technologies, vont bientôt être à la pointe pour respecter effectivement les femmes au plus haut. Alors, qui sont ces femmes que tu mets en avant? Alors, ces femmes que je mets en avant, ce sont des femmes qui, par exemple, Ada Lovelace, qui a été la femme qui a fait les premiers algorithmes et qui a donc inventé une machine à fabriquer, à programmer ces algorithmes. Et bien sûr, elle est restée dans l'ombre pendant très très longtemps. Et là, je la montre dans sa robe habituelle, qui est une robe d'époque, mais avec des 1 et des 0 sur toute sa robe. Et j'adore cette femme. Et bien sûr, Simone Veil aussi, qui a travaillé pour le droit à l'avortement. Et avec ce qui se passe aux États-Unis, on en a vraiment besoin de repenser à ce qu'elle a fait, ce qu'elle a subi pour le mettre en place. Mais il y a aussi Marie Curie, il y a aussi George Sand et bien d'autres. Donc voilà, et si on connaît, si tu connais, ou si on peut me souffler le nom de Chinoises qui ont été très importantes, qui ont été pionnières, ou qui ont soutenu des causes importantes, eh bien je suis prête bien sûr à faire une œuvre, à m'hybrider avec elles, à leur déclarer en toute sororité toute mon admiration. Eh bien le message est passé, merci Orlan, et je vous dis à bientôt sur Mandarin TV.